Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de l'aéroport de Saint-Hyacinthe qu'on vous présente l'émission. Aujourd'hui, on s'entretient avec Guy Haché qui nous présente une belle américaine, une Pontiac 1953. Restez là. Guy, tu possèdes une belle américaine, une Pontiac 1953. Mais toi, les premières fois que tu es rentré en contact avec la mécanique, c'est dans le Grand Nord québécois. Explique-moi un peu ton histoire. Ouais, c'est ça. Moi, un peu comme tout le monde de ma génération, j'ai été élevé beaucoup avec les Tonka. C'est les jouets que j'avais. Je jouais avec mon frère avec les Tonka. Et mon père, lui, qui était un ingénieur civil, il a travaillé énormément à la baie James. Et en 76, j'ai monté 3 ans à baie James. Fait que là, en jouant avec des petits Tonka, enfin, j'ai vu des vrais gros Tonka sur les chantiers de la construction de plusieurs chantiers de la baie James. Fait que j'ai vu la vraie machinerie. D'après moi, ma piqûre vient de là quand j'ai goûté à ça. Dans ton œil de petit garçon, quand tu vois ça, bien sûr, tu as eu tes petits jouets, tu as joué dans le salon, tu arrives devant cet chantier d'envergure-là. Comment tu réagis comme petit bonhomme? Impressionné, surpris, émerveillé, je te dirais, là. Puis tout le temps vouloir soit les conduire, les réparer. On dirait que instinctivement, je voulais être alentour de, de quelque chose similaire à ça. Là. Ça a vraiment marqué ma vie, je te dirais. Là. Est-ce que tu te déplaçais pour aller observer le chantier, comment le monde travaillait, voir la machinerie? Tu sais, mon père, il travaillait dans ce temps-là au chantier 6 jours semaine, 12 heures par jour. Puis le dimanche, bien, il allait visiter le chantier. Fait que le dimanche, tu sais, c'est pas gros, la baie James, il n'y avait pas vraiment de TV dans ce temps-là. Fait que tout ce qu'on faisait le dimanche, on se levait, on embarquait dans le camion avec mon père, puis on visitait le chantier. Fait on voyait tout le temps les équipements spéciaux qu'il y avait là-bas. Là. Ça a réveillé en première phase ta passion. Puis là, ça t'a amené à collectionner également des modèles réduits de cette machinerie-là. Bien, c'est ça. Plus tard dans ma vie, j'étais mécanicien. Je travaillais énormément dans le domaine des chars élévateurs. Et puis, mon père, lui, je me souviens tout le temps, quand il achetait la grosse machinerie, bien, le concessionnaire, il donnait une réplique en ce qu'on appelait un die-cast, un jouet à réplique. C'était une bonne idée côté marketing, ça. Oui, c'est ça. Fait que là, moi, au des premiers temps, moi, je prenais, je jouais dans le carré de sable avec. Mais plus tard dans ma vie, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, j'ai découvert ce domaine-là, qu'il y avait les répliques des gros équipements. Fait que j'ai commencé à faire une collection de tout ce qui était char élévateur ou machinerie de construction. Là. Puis là, veux pas, t'as vieilli un peu dans le temps, puis arrive l'adolescence. Puis là, il y a un nouveau réveil qui se pointe. Là, c'est des projets qui arrivent. Il y a un premier projet qui arrive. On est dans l'époque des Honda Civic et de Renault aussi, bien sûr, la Renault 5. Là, tu as ta première voiture, c'est une Honda Civic, et là, tu lui donnes un... En fait, tu l'adaptes un peu à ta personnalité. C'est ça, un peu comme tout le monde, les jeunes, début de la vingtaine. J'ai voulu l'apprendre, la modifier, naturellement, mettre des mags, mettre des jupes, la mettre un petit peu plus sport. Et de là, avec mes amis, on a eu l'idée de se faire ce qu'on appelle des doom buggy. Fait qu'un de mes amis, on est allé acheter 3 vieux Beetle pour éventuellement les convertir en un doom buggy. Mais naturellement, un peu comme tout le monde, on voyait plus grand que la réalité. Et puis le projet a tombé à l'eau. Mais par la suite, un de ces amis-là avait une Camaro 78 qu'on a décidé de restaurer. Fait que j'ai commencé à restaurer une Camaro, je pense que c'est ça, une 78 avec mon ami. Là, c'est un projet plus d'envergure, puis là, vous êtes plus tenace. Oui, c'est ça, parce que lui, il avait commencé carrément à le démonter. Fait qu'un coup que tu l'as démonté, c'est quasiment la seule voiture que tu as. On n'avait pas le choix de le remonter. Fait qu'on a fait le moteur, on l'a tout, pas tout démonté, mais tout démonté, une bonne partie, toute la direction en avant, le châssis, on a tout repeinturé ça, faire une esthétique de moteur pour remonter la voiture. C'est un peu particulier parce qu'on faisait ça dans la cour en arrière de chez eux, et puis
On a repeinturé ça, ce qui est un fait cocasse. On a commencé à peinturer la voiture dehors, à l'extérieur. Parce que OK. naturellement, Mauvaise expérience, j'imagine. ah, ben, tu sais, on est des jeunes, on s'imagine pas, on réalise pas dans quoi qu'on s'embarque. Fait qu'on a commencé à peinturer la voiture, mais on a fini de peinturer la voiture avec des flashlights, avec des lumières. Fait que ça fait, la lumière, la nuit, ça attire les mouches. Fait qu'il y avait plein de traces de mouches sur la peinture fraîche. Fait que quand le lendemain matin, disons qu'il y avait des motifs un peu spéciaux dans la peinture qui étaient des traces de mouches dans la peinture. On appelle ça une expérience de vie. Ah oui, on a expérimenté, c'est ça. C'était juste bien drôle, là. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le conseil de pro, on va non seulement parler de la colonne de direction, mais aussi d'une modification qu'on fait ici au garage. C'est la seule modification qu'on fait puisqu'on est un garage de réparation de voitures anciennes d'origine. Mais étant donné qu'on a beaucoup de clients qui ont, on dit qu'ils ont un âge certain ou un certain âge, bien, on les aide à pouvoir utiliser leur voiture ancienne sans nécessairement aller chez le chiro. Fait que, on installe une servo-direction électrique. On voit ici qu'on a commencé à travailler le boîtier de direction. On l'a coupé pour installer une bague spéciale. On reconnaît le tube parce que c'est un système vraiment classique qu'on trouve pas mal sur tous les véhicules. On installe le tube maintenant, puis on prend le boîtier d'engrenage qui vient s'installer ici. Donc, on coupe la colonne de direction pour installer ce système. Donc, la partie enlevée est juste longue comme ça. Puis, le cerveau du tout, on a le moteur qui va aider à faire tourner le c'est système. exactement ça. Ça, c'est le moteur qui fait tourner le système. On l'installe ici, on le cache sous le tableau de bord. Ce moteur, quand on roule en ligne droite, il ne tourne pas. Il tourne sur la demande seulement. Si on tourne à droite, il tourne dans un sens. Si on veut tourner à gauche, il tourne dans l'autre sens. Le volant, lui, est rattaché à ce côté ici. Et puis, aussitôt qu'il y a un senseur, aussitôt qu'il commence à tourner à gauche, le senseur s'en rend compte, envoie un signal au contrôleur électrique, et puis voilà, la magie s'opère. Est-ce que c'est un système qu'on peut installer dans une voiture des années 30 qui a des réglages au centre du volant? Non, on ne peut pas parce que ici, vu qu'on est obligé de couper la direction, bien, les réglages, on ne saurait que faire puisque ça ne passe pas à travers du système. Merci beaucoup, André. Bienvenue. La question de la semaine, présentée par Uniplus Network, votre référence en pièces au Québec. Quelle compagnie a subi le plus grand rappel de l'histoire automobile? Le rappel est en référence avec le fournisseur d'équipement Takata. Lors d'impact, le coussin gonflable éclaboussait les occupants de pièces de métal. 100 millions de véhicules impliquant plus de 17 marques ont été rappelés. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Le cœur et l'âme du magazine de l'Auto ancienne, c'est bien sûr les reportages sur les véhicules de nos membres. On y couvre toutes les décennies, des avant-guerres des années 50, 60, 70 et même 80-90. Tous ces véhicules sont détenus par des membres, tous au Québec, donc des voitures d'ici que vous pouvez croiser sur nos routes et dans nos expositions. Américaines, européennes, japonaises, sportives, camions, voitures de luxe, il y en a vraiment pour tous les goûts. Guy, on va se concentrer un peu sur notre véhicule, une Pontiac 53. Tout d'abord, c'est une voiture canadienne. C'est ça. Une Pathfinder de luxe canadienne, modèle canadien. C'est un peu ce qui est spécial, c'est qu'en 53, dans ces années, les années 50, le gouvernement avait mis des taxes sur les importations. Oui. Donc, Pontiac était supposée être la moins chère de la gamme de GM. Fait que pour que le véhicule soit vendu au Canada, moins cher que la balance de la gamme GM, ils ont décidé de les fabriquer ici. Et pour les fabriquer à moindre coût, il y a beaucoup de la tôlerie arrière du véhicule qui vient du Chevrolet. OK. Donc, un Américain qui regarde ma voiture,
on se fait souvent dire, bien, pourquoi tu as mis le derrière d'un Chevrolet 53 sur un devant de Pontiac? Non, c'est pas ça. Le véhicule canadien était fabriqué comme ça. Fait que l'arrière du véhicule, c'est pratiquement la même chose qu'un Chevrolet 53. C'est une des particularités ou la différence avec les Américaines. C'est le fameux pack de l'automobile. Le pack de l'automobile, c'est ça. Explique-moi un peu l'histoire de cette voiture-là. Elle a quand même du vécu, là. Oui, elle a beaucoup de vécu. Moi, je l'ai acheté. C'est un véhicule qui a initialement été vendu chez Acme à Saint-Hyacinthe. C'est un véhicule qui a tout le temps été au Québec. Moi, je l'ai acheté d'André Fitzbach, du fameux garage Fitzbach. Lui avait acheté ça d'un monsieur dans la région de Laval, initialement qui était vendu, je crois, d'un monsieur à Saint-Boniface. André, lui, l'a acheté en 95, il l'a roulé, mais il a réalisé à un moment donné que le véhicule n'était pas solide. Fait qu'au début des années 2000, il s'est attaqué à une restauration qui a duré 9 ans. 9 ans de restauration. 9 ans. Par André Fitzbach, on s'entend que la voiture est A1+. Oui, A1+, c'est ça. Même le châssis, il est allé jusqu'à Vancouver pour ramasser un châssis. Fait qu'il a pris sa voiture, sa remorque, il est allé à Vancouver, il est revenu ici. Puis quand il a mis le châssis à terre, qui est un châssis de Pontiac 53, qui n'était pas du tout le même que celle de sa voiture. Parce que là, on s'en va au début des années 2000. L'Internet n'est pas ce qui est vraiment aujourd'hui. C'est là où il a réalisé qu'il y avait vraiment un véhicule spécial qui était canadien. Parce que la majorité des manuels qu'il y avait des photos de véhicules, mais c'est le véhicule américain parce que c'est des manuels américains. C'est là où il a réalisé qu'il y avait une différence entre l'américain et le canadien. Fait que le châssis au complet, avec un de ses amis qui est spécialiste en soudure, ils ont refait le châssis eux autres mêmes, selon les plans exacts de GM Canada. Et toute la voiture, tous les boulons étaient refaits, tous les boulons étaient défaits, toute la voiture était refaite d'un bout à l'autre, le chrome, la peinture, le moteur, la transmission. Moteur et transmission différentielle originale du véhicule. Là, c'est toi qui rentres en jeu. André Fitzbach a fait la restauration de façon impeccable, mais il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Oui, c'est ça. Il n'a jamais eu, on va dire, il n'a jamais été satisfait. Pas pour dire que le travail était mal fait. Le carrossier a fait une très belle job, il a fait une très belle peinture, mais il s'attendait à... Il en voulait plus. André qui aime beaucoup la perfection. Moi, ça fait peut-être 5-6 ans que je m'attarde à faire de l'esthétique automobile. Moi, j'ai connu André parce qu'on jouait au hockey ensemble. Et puis, en parlant avec André, il m'a demandé de prendre le projet de faire l'esthétique de sa voiture, essayer d'amener la peinture qu'il y a eu, qui était quand même, comme je dis, c'est une belle peinture, mais elle l'a amené à un niveau supérieur. Fait que j'ai fait l'esthétique sur sa voiture, je l'ai amené au point qu'il a vraiment aimé. Je dirais pas à perfection, mais à un niveau assez élevé. Et suite à ça, il m'a demandé de prendre le projet de faire l'esthétique d'un véhicule du garage, qui est un Buick Roadmaster série 81 1936. Une beauté, hein? Ah, une beauté, un bleu foncé, un véhicule qui a énormément de prestance. Moi, suite à ça, j'ai aidé André à faire des réparations puis des restaurations au garage. Et puis, je suis jamais parti du garage. Là. Fait que là, je travaille avec André au garage pour restaurer les vieilles voitures. Donc, une belle association gagnante. Ouais. Et la voiture a même gagné des prix. Elle a apparu dans une revue où on a parlé de sa restauration sur plusieurs revues et sur plusieurs pages. Oui, c'est ça, parce que le Hemmings, qui est un magazine américain, assez prestigieux américain des voitures anciennes, André, lors de la restauration, il a envoyé des photos, tu sais, parce qu'encore là, au début des années 2000, le courriel, c'était pas aussi populaire de nos jours. Fait que lui, il a envoyé de la documentation au Hemmings. Et en 2016, ils l'ont appelé pour l'inviter à aller à un concours d'élégance aux États-Unis, organisé par le magazine Hemmings. Et rendu là, ils ont appris qu'elle allait apparaître dans leur magazine. En temps normal, ils font un reportage par mois par véhicule. Ce véhicule-là, ça a pris 4 mois. Fait qu'il a fait 4 publications dans le Hemmings pour raconter l'histoire de la restauration du véhicule. C'est assez unique, ça. Bien, selon lui, on ne peut pas le confirmer, mais selon lui, c'était une des premières voitures canadiennes à apparaître dans le magazine. Puis je pense que c'était le seul à faire 4 parutions. En plus de faire le calendrier, en 2023, on a eu la surprise que la voiture allait apparaître dans le calendrier Hemmings des années 50. Cette semaine, Mario, on va parler du Pont de Québec, bien sûr, mais des caissons, qui sont la première étape de la construction. Oui, bien, pour construire les piliers et les attacher solidement au roc, on a dû construire des caissons qui ont été construits à l'Anse des Selleries, puis transportés jusqu'au site de construction du Pont de Québec.
On les a placés et puis à ce moment-là, il fallait injecter de l'air à l'intérieur. Bon, injecter de l'air pour pouvoir vider l'eau, le contenu, et introduire les hommes pour pouvoir creuser et creuser. Si bien que le caisson pouvait descendre jusqu'à 9 pouces par jour. Il y a des endroits, il y a un côté, on a descendu jusqu'à 110 pieds de profondeur quand même. C'est creux. C'est étape par étape, on Étape comprend par bien. étape. Un caisson, il descend un peu, on met une autre section, ça descend un petit peu. Exactement. Puis on vide à la chaudière, c'est bien ça? Bien, à l'époque, on avait les moyens du temps. Et la pression d'air était pratiquement insoutenable là, à l'intérieur. Il y avait 3 quarts de travail. On travaillait des chiffres de 8 heures. Donc, il y avait 110 hommes qui travaillaient à cette tâche, à 1 de l'heure à l'époque, quand même. Mais c'était quand même un salaire intéressant, mais avec beaucoup de risques. Bon, les hommes travaillaient environ 1 heure ou 2 heures, mais on ne faisait pas fi de la décompression lorsqu'ils sortaient. Donc, il se formait des bulles d'azote dans les vaisseaux sanguins. Oui. Puis quand ils sortaient à l'extérieur, là, on saignait des yeux, des oreilles, du nez. Ah, c'était quelque chose. Écoute, la CSST, dans ce temps-là, n'existait pas trop. Non, c'était pas très fort. Mais l'anecdote, c'est qu'on avait découvert que certains travailleurs étaient un peu... Ils picolaient un peu. Comme j'aime dire, ils étaient emboissonnés. Okay. Alors, l'alcool les aidait à supporter ça. OK. Bien, on ne l'a pas dit, hey, arrêtez de prendre de l'alcool. Bien non, prenez-en, puis allez creuser, les gars, il n'y a pas de problème. L'important, c'est la productivité. Productivité. Quand on frappait du roc, il fallait le dynamiter, on ne disait pas aux gars de sortir. Mettez-vous dans un coin, couvrez-vous, on explose, puis espérez. Mon Dieu, c'était pas évident, les conditions de travail. C'était vraiment une époque avec d'autres temps, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Oui. Bien, c'est ça, c'était un peu ça. C'était l'aspect financier qui primait d'abord et avant tout. Voilà. En 1924, Cadillac change à jamais l'industrie automobile avec le Roadster V63, une voiture qui incarne le luxe, la puissance et l'innovation. C'est la première Cadillac équipée d'une version améliorée du révolutionnaire moteur V8 de type L-Head, conçu pour offrir des performances exceptionnelles et une conduite fluide. Avec ses 83 chevaux, il fait sensation dans une époque où la vitesse commence à devenir un symbole de modernité. Ses lignes élégantes, son design raffiné et ses finitions luxueuses en font un objet de désir pour les amateurs de voitures de prestige. Le Roadster V63 se distingue aussi par ses innovations techniques, telles que les freins aux 4 roues, une avancée majeure en termes de sécurité. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Quel a été le premier véhicule produit en série équipé de pneumatiques? Réponse B. C'est le Ford Model T en 1908, appelé Tin Lizzy. Je suis en présence du président fondateur Beauté d'Acier. Bonjour Silvio, comment ça va? Ça va très bien, Eric. Déjà 7e édition. 7e édition, oui. Donc, on souligne le 60e anniversaire de la Mustang, bien sûr. Oui. Et on a derrière nous un autobus qui est centenaire, dans le fond. Oui. C'est l'autobus, c'est la première autobus, dans le fond, de Prévost-Car. C'est un Naveo 1923. Puis on a la belle chance qu'ils ont venu nous porter ça ici. On est très choyés. Il faut dire également que Prévost, c'est une usine qui vient de Sainte-Claire. Sainte-Claire, oui. Qu'on appelle la Nouvelle-Beauce également. C'est ça. Oui. Donc, ça vient du coin. Oui. Parlons un peu de l'événement cette année. Toujours de plus en plus de monde, toujours de plus en plus de choix de voitures. Là, présentement, écoute, il y a du monde partout, on peut le voir. Partout, oui. Parle-moi un petit peu des choix de voitures. Quelles sont les voitures qui peuvent venir ici? Regarde, c'est à partir d'une très vieille voiture à aller jusqu'à des voitures récentes avec intérêt spécial. Supposons que je n'ai pas de voiture antique, mais j'en veux une plus tard. Est-ce que je peux être membre? Bien sûr, bien sûr. On a des gens qui sont très calés dans le domaine et ils n'ont pas de voiture. Là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas une pas la semaine prochaine, l'année prochaine. Et puis, regarde, ils sont bienvenus. Si je suis membre du Club Beauté d'Acier, à ce moment-là, j'ai des communications avec vous. Il y a des événements comme ici à tous les mardis. Oui, vous faites des activités également? Oui, on a une page Facebook. Écoute, quand tu es membre, tu rentres dans... comme à soir, là, les membres, ils rentrent dans un tirage.
un gros tirage. On a au-dessus de 125 cadeaux à faire tirer. Quand même. Bon. Puis il y a du monde de partout qui se déplace. Partout. Là, en montant tantôt, il y avait 6 motards qui montaient Oh, oui. de Québec vers ici. Donc, vous avez du monde de partout ici. Oui, j'en ai de Québec, de Lévis, j'en ai de Rivière-du-Loup, j'en ai même de Plessisville, j'en ai de partout. Nous, on va se déplacer un petit peu. C'est le 60e de la Mustang. Oui. On va aller voir quelques propriétaires de Mustang. Puis on va aller voir aussi quelques exposants qui sont ici pour en même temps avoir leur pouls et savoir depuis combien de temps ils viennent à l'activité. OK, bien merci. Merci à toi. Monsieur Letourneau, vous possédez une Mustang 1970. Oui. C'est le 60e de la Mustang cette année. Qu'est-ce qui vous a poussé à acheter une Mustang? Disons, quand j'étais jeune, on avait des autos qui... Il y avait de la puissance. Oui. Puis la Mustang représentait beaucoup, ça. Au niveau de la voiture, l'avez-vous trouvée dans cet état-là? Oui. Je l'ai eu en 77. OK. Ça fait 47 ans que je l'ai. Que vous l'avez. Que je l'ai. J'imagine que vous souhaitez la garder encore longtemps. Peut-être que oui, peut-être que non. Oh, on est rendu là. Oui, parce que ça fait longtemps. Vieilli aussi en fait d'âge. Puis si on te fait en faire profiter un autre Un autre qui va respecter votre voiture, j'imagine. Oui. Faut que je la voie, par exemple. Loin. Bien, d'accord. Merci beaucoup, M. Letourneau. Ça fait Super plaisir. gentil. M. Gagnon, vous possédez un petit bijou de voiture. C'est une œuvre d'art. C'est vous qui l'avez construite de A à Z. Oui, je l'ai sorti en 2010. Je l'avais commencé en 2006. J'ai pris le body à Winnipeg. Il est arrivé dans un camion de corbillard. Dans un camion de corbillard? Oui. OK, puis c'est un Ford quelle année, C'est un là-bas? Ford 1926 de base. La peinture, c'est un Candy Apple tangerine OK. sur une base de gold perlé. C'est pour ça que ça ressort tant. Puis rapidement, mécaniquement, qu'est-ce qu'on a comme mécanique? C'est un 350, il est piqué un petit peu. Ouais. Il peut avoir à peu près 350 forces. OK. Automatique. Puis en arrière, tu as 2 pouces de force. 350 forces dans un petit bolide comme ça doit déménager. Ça marche. Merci beaucoup, M. Gagnon. C'est moi qui vous Super remercie. intéressant. Ça a été fait un plaisir de vous connaître. Et bravo pour l'œuvre. Merci. Monsieur Roy, vous possédez un Chevrolet Bel Air 1957. Il est habillé, bien sûr, en voiture de course, qui représente exactement l'époque. Oui, c'est ça. C'est un véhicule qui avait appartenu à Michel Barrette, que moi, j'ai racheté en 2018. Suite à ça, bien, c'est ça. Moi, je l'ai acheté parce que j'aimais la voiture en principe. Mon père faisait des courses dans les années 50 avec ce même type de véhicule. Même type. Oui, et puis c'est ça. Michel l'avait pensé de cette manière-là. Parce qu'en 57, sur la plage à Daytona, c'était M. Baker qui avait gagné en 57 avec le même type de voiture, sauf qu'elle était noire. Il l'appelait la Veuve Noire. Puis lui, bien, il l'avait acheté d'une couleur à son goût, il avait fait lettrer à son nom. Il avait mis exactement les specs qu'il avait à mettre pour être capable de courir en 2008 sur la plage à Daytona. Puis, c'est ça, il avait accroché 135 000 $ avec le véhicule. Oh, quand même. Ouais, 3 vitesses avec une petite mécanique un peu plaisante. Fait que pour vous, il y a un peu de nostalgie là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Puis j'aimerais souligner c'est que la voiture a passé dans le livre ici, Oui. dans le livre de M. Michel Exact. Barrette. Excellent livre en passant. Oui, un très bon livre Ouais. en passant. Merci beaucoup, M. Roy. Merci, ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par le Club automobile Beauté d'Acier. Guy, j'aurais une petite question en commençant. À l'arrière de la voiture, on voit comme un logo qui est assez sophistiqué. Pourquoi? Bien, si on retourne dans le temps de la fabrication de l'auto, puis ils ont dessiné l'auto, qui est une 53 la voiture, donc qui a probablement été dessinée à la fin des années 40, qui est tout de suite après la guerre, et il y avait un gros engouement pour l'aviation. Et ils ont fait un genre de clin d'œil, on va appeler ça de même, à l'avion Corsair de la Deuxième Guerre mondiale, qui était surtout dans le Pacifique. En réalité, c'est un avion Corsair qu'on représente. C'est ça. Et aussi, au niveau de l'intérieur, ici, il y a comme une petite loupe sur la planche de bord. Oui, la loupe, bien, ça, dans le fond, c'est que sur le devant de la voiture, en haut, on a comme moi, j'appelle ça la palette de casquette, un peu comme une casquette et une palette. Un sun visor, communément. C'est comme un pare-soleil extérieur. Oui, c'est ça. Un sun visor pare-soleil, exactement. Donc, si jamais on arrive à une lumière de circulation, ce pare-soleil-là, il est tellement long que quand on est à la ligne d'arrêt, on ne voit pas les lumières de circulation. OK, ça nous permet de voir la lumière. C'est ça. Fait que moi, je regarde dans ma loupe,
je suis capable d'avoir la lumière de circulation quand elle change. OK. Mais aussi, ma peinture est tellement lustrée que bien des fois, je regarde dans la peinture de la voiture, je suis capable d'avoir la lumière de... Ça suffit. Ça suffit, oui. Moi, elle a été faite par un expert. Oui, c'est ça. C'est moi qui l'ai fait, justement. Il y a le grand chef aussi en avant de la voiture. Ça, c'est un chef de la nation Outaouais de la région de Détroit. OK. C'est le grand chef Pontiac, dans le fond. Ça représente le chef. Et lui est rentré en guerre dans les années 1760 pour combattre les Anglais qui avaient pris possession de Québec en 1759. C'est pour ça qu'on le représente sur la voiture. Comme tu disais, Détroit, c'était français. Là. C'est pas Detroit, mais c'est Détroit. Effectivement, ça faisait partie de la Nouvelle-France à l'époque. Puis en passant, la voiture roule super doucement. On va le spécifier, c'est pas des radios qu'il y a là-dessus. Là. Non, c'est des pneus conventionnels. Tout le monde pense qu'il faut convertir une vieille voiture sur des pneus radio. Au contraire, c'est des véhicules qui ont été conçus pour rouler sur des pneus conventionnels. Si tu as des pneus conventionnels en bon état, mes pneus sont gonflés juste à 22 puis 24 livres d'air et non pas comme des pneus radio à 35-36 livres d'air. Ça fait un confort de roulement incroyable. Puis une tenue de route aussi, contrairement à ce que le monde pense. La tenue de route est incroyable aussi. Là. On roule avec ça, avec une main sur le volant. C'est plaisir. Merci beaucoup, Guy, pour l'entrevue. C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait plaisir. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network et Hagerty. Bien, c'est Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié l'émission. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion.